Alors une vidéo consacrée à l'avenir de la zone euro, dont le contenu s'inspire très largement de la conférence donnée par Jacques Lecacheux à destination des lycéens à l'université de Pau le 11 mai 2017. Alors se demander si la zone euro est menacée est une question extrêmement intéressante pour des lycéens de la filière ES, dans la mesure où la réponse à cette question permet d'utiliser plusieurs notions du programme. Donc quand on regarde plus dans le détail les notions exigibles, eh bien on va démontrer que un grand nombre de notions de la partie économique des programmes de première et de terminale peuvent être utilisées. L'objectif de cette vidéo sera de savoir expliquer certaines difficultés de la zone euro à partir d'une étude de documents et de plusieurs notions et savoir-faire du programme. Et on insistera en particulier sur les difficultés liées aux problèmes de coordination des politiques économiques au sein de la zone. Alors parler de la zone euro, c'est parler de 19 pays qui ont en commun donc une même monnaie, l'euro. Néanmoins, analyser l'économie de la zone euro ne suppose pas qu'on va analyser l'économie des 19 pays membres. Quand on fait le total du PIB de l'Allemagne et de la France, on se rend compte que cela représente près de la moitié du PIB de la zone euro. Et si on ajoute le PIB de l'Italie et de l'Espagne, eh bien on arrive à plus des 3/4 du PIB de la zone euro. Donc ça montre bien que étudier finalement l'économie de ces 4 pays suffit à résumer au fond les difficultés de la zone euro dans son ensemble. Alors on va d'abord partir d'un constat, celui d'une croissance ralentie et d'une hétérogénéité renforcée depuis la crise de 2008-2010. Quand on compare le PIB par habitant de la zone euro avec celui des États-Unis, eh bien on se rend compte que celui des États-Unis est plus élevé. En 2015, il était 39,5% plus élevé que celui de la zone euro, et c'est un constat qu'on peut faire depuis plusieurs années. Le PIB par habitant américain est systématiquement plus élevé que celui de la zone euro. Alors ce constat, on le retrouve également à l'intérieur de la zone euro, puisque les PIB par habitant sont très différents selon les pays. Donc ici, il suffit de comparer le PIB par habitant de la Grèce avec celui de l'Irlande, dont on souligne par ailleurs qu'il s'agit d'un cas particulier compte tenu de son système d'imposition, et bien pour constater que les PIB par habitant sont vraiment très diversifiés. Concernant la France, on voit que la France est quelque part au milieu entre les pays extrêmes. Et c'est d'ailleurs un constat que l'on fait généralement à propos de l'économie française. Le constat de l'hétérogénéité est encore plus fort quand on passe le PIB par habitant en indice. On constate ici, donc en prenant comme base 100 l'année 2008, donc l'année de la crise financière, et bien que le PIB par habitant irlandais a progressé de 34,6% depuis 2008, quand il diminuait de près de 25% en Grèce. Cette hétérogénéité, on la retrouve aussi dans la comparaison des déficits publics. Donc il y a toujours le cas particulier irlandais, ici en 2010. Ce qu'on observe surtout, c'est que depuis la période 2010-2012, la tendance est à la réduction des déficits publics. Une réduction directement liée à la mise en œuvre de politiques budgétaires restrictives, dites de rigueur. Des politiques qui cristallisent, on l'a vu à travers les débats présidentiels récents, qui cristallisent les critiques adressées à la zone euro et contribue au repli nationaliste, c'est-à-dire contribue à accroître les succès électoraux des partis anti-européens. Cette hétérogénéité, on la retrouve également dans l'observation des dettes publiques, puisque les taux d'endettement ont globalement augmenté depuis la crise de 2008, mais ils restent très diversifiés selon les pays. Donc ces taux d'endettement ont d'abord augmenté en 2008-2009 sous l'effet de la baisse du dénominateur, rapproché donc à la baisse du PIB, donc en effet de récession. Les taux d'endettement ont ensuite augmenté sous l'effet de la hausse du numérateur, c'est-à-dire sous l'effet de la hausse des déficits publics. Et on notera ici le cas particulier allemand, qui fait partie pratiquement des seuls pays dont le taux d'endettement a baissé depuis cette période. Alors souligner le cas particulier allemand permet d'introduire les éléments explicatifs aux difficultés de la zone, puisque l'essentiel de ces difficultés tiennent au fait que les politiques économiques sont divergentes et que l'Allemagne se singularise par rapport à ses partenaires. Alors quand on parle de politique économique, on parle ici de politique budgétaire et de politique structurelle, pas vraiment de politique monétaire, puisque, on le voit ici, à partir du moment où on appartient à la zone euro, eh bien, tous les pays membres bénéficient de la même politique monétaire, c'est-à-dire du même taux de refinancement bancaire. On soulignera ici que depuis 2008, eh bien, la politique monétaire dans la zone euro est de type non conventionnel. Alors, avoir une même politique monétaire pour tous les pays n'est pas sans poser problème, dans la mesure où, on le voit ici, l'économie des pays
est très différente. Donc dans le cas de l'Allemagne et de l'Espagne, on a des taux de croissance qui sont pratiquement tout le temps opposés, mais pourtant les taux d'intérêt sont les mêmes. Donc on peut s'interroger quant aux effets pervers qu'une même politique monétaire peut entraîner sur des économies très hétérogènes. Alors cette particularité allemande, on la retrouve dans son système productif, c'est-à-dire on va la retrouver dans ses avantages comparatifs. On voit que l'Allemagne, comparée aux autres principaux pays, eh bien, se singularise par le fait qu'elle a un avantage comparatif très fort, beaucoup plus fort que les autres pays, dans des productions à contenu moyennement ou hautement technologique. Alors cela est un avantage certain en matière d'exportation. L'Allemagne est un des principaux exportateurs mondiaux. On voit ici que les exportations allemandes en 2016 eh bien, représentaient 7,82% du total des exportations, à comparer aux 1,99% grec ou même aux 3,63% français. Alors ces performances, elles sont à rapprocher de la forte compétitivité allemande. Si l'Allemagne arrive à exporter avec autant de succès, c'est parce que l'Allemagne a fait des efforts de maîtrise de ses coûts salariaux. Et effectivement, pendant une douzaine d'années, l'Allemagne, comparativement à ses partenaires, a vu ses coûts salariaux unitaires progresser systématiquement de manière moins forte que les autres. Cela est à rapprocher d'une gestion du temps de travail également un petit peu particulière. Alors, pas au niveau des salariés à temps complet, on voit que les salariés à temps complet allemands travaillent un petit peu plus que les autres, mais pas significativement plus. En revanche, pour ce qui est des salariés à temps partiel, on voit que les salariés à temps partiel allemands travaillent nettement moins que la plupart des autres, en tout cas nettement moins que les salariés à temps partiel français par exemple. Plus intéressant à observer, le temps de travail par habitant. On voit que l'Allemagne, donc ici on était pour l'année 2014, eh bien, avait un temps de travail par habitant de 722 heures. Donc à comparer aux 607 heures françaises ou même aux 700 heures danoises, pays dont on soulignera qu'ils n'appartiennent pas à la zone euro. Donc le temps de travail par habitant est nettement plus élevé en Allemagne qu'ailleurs. Et là aussi, c'est ce qui singularise le pays, dans la mesure où on voit que l'Allemagne est le seul pays, pratiquement, à connaître une tendance à la hausse du temps de travail par habitant. Les autres ont systématiquement une tendance à la baisse de ce temps de travail par habitant. Alors comment expliquer que le temps de travail par habitant allemand soit aussi élevé ? Bien, la principale explication réside dans les taux d'emploi. Ce qui caractérise l'Allemagne, c'est que l'économie allemande est capable d'avoir un taux d'emploi extrêmement élevé. Donc par exemple ici, pour l'année 2016, 78,7% des individus âgés de 20 à 64 ans en Allemagne eh bien, avaient un emploi, à comparer aux 70,4% français, et évidemment à comparer aux 56,2% grecs. Et ce taux d'emploi il est élevé donc pour la plupart de la population, mais il est particulièrement élevé pour les seniors. Si on se limite ici à l'étude des personnes âgées de 55 à 64 ans, eh bien on voit que 68,6% de ces personnes en Allemagne avaient un emploi en 2016, contre moins de 50% pour les seniors français. Donc vraiment, l'économie allemande, de ses caractéristiques fortes, est capable d'avoir des taux d'emploi très élevés, notamment parmi les seniors. Donc ce qui ressort de cette analyse, c'est un petit peu l'impression qu'on a une zone euro un petit peu dissolue, à l'intérieur de laquelle l'Allemagne semble faire un petit peu cavalier seul. Donc quelle est la solution par rapport à ça ? La solution, on peut l'exprimer en une phrase, sortir la zone de l'anomie par une plus forte coordination politique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Sortir la zone euro de l'anomie, déjà ça ne veut pas dire sortir de l'euro. Les échéances électorales récentes l'ont bien montré, cela entraînerait une inflation importée, c'est-à-dire une hausse des prix, cela entraînerait très probablement une hausse de la dette publique et une perte de confiance des créanciers. Donc sortir de l'anomie, ça veut dire introduire davantage de régulation collective de la zone, avec un enjeu central, celui de diminuer collectivement le coût salarial unitaire, donc le rapport entre les salaires et la productivité. Alors diminuer le coût salarial unitaire, c'est quelque chose qui a déjà été entrepris, mais qu'on a fait de la mauvaise façon. On l'a fait en diminuant les salaires, c'est-à-dire qu'on a suivi un petit peu la voie allemande, la voie de la rigueur, qui est une voie non coopérative. Si tout le monde décide de baisser les salaires, eh bien forcément, collectivement, on arrive à une situation qui ne sera pas optimale. Donc s'il faut diminuer les coûts salariaux unitaires, c'est plutôt par l'élévation du dénominateur, c'est-à-dire l'élévation ici de la productivité, et notamment la productivité globale des facteurs.
On retrouverait ici la voie historique, dans la mesure où quand on regarde l'histoire de la croissance, eh bien on voit que ce qui caractérise les économies avancées, c'est l'élévation pratiquement continue des gains de productivité. Donc comment obtenir ces gains de productivité? Eh bien par des investissements publics. Et des investissements publics dans le capital technologique, dans des universités, dans les performances universitaires, avec des universités peut-être d'une taille plus grande, dans des performances plus élevées dans la recherche. Bref, tout cela pourrait contribuer à endogénéiser le progrès technique au niveau européen. Au lieu que chaque pays cherche finalement à avoir plus de progrès technique et une réduction de ses coûts individuellement, et bien obtenir cette progression au niveau collectif. Alors, comment est-ce que ça peut être possible? On prendra un exemple pour illustrer une démarche possible. Quand on regarde la balance commerciale nette des produits énergétiques, eh bien on voit que tous les pays pratiquement de la zone connaissent un déficit de cette balance commerciale. Donc si on se limite au cas du pétrole, ça veut dire que tous les pays de la zone, systématiquement, importent davantage de pétrole qu'ils n'en exportent, c'est-à-dire que cela traduit le fait que l'économie de ces pays repose principalement sur le pétrole. Or, quand on regarde avec le Danemark, eh bien le Danemark est parvenu pratiquement à obtenir l'indépendance énergétique, notamment en devenant le numéro 1 mondial en matière de production d'énergie d'origine éolienne. Donc il y a sans doute ici des investissements collectifs à mener en matière de transition énergétique. Donc au final, on voit qu'on se retrouve ici à travers deux voies possibles. Donc la première voie serait celle du retour en arrière, avec peut-être une sortie de la zone euro, ce qui n'est sans doute pas la voie à privilégier. Et puis une deuxième voie qui consisterait à faire un pas en avant vers une plus grande intégration européenne, ce qui supposerait de mieux coordonner nos politiques économiques et de renforcer nos possibilités d'investissement public et d'investissement collectif.